Et est-ce que vous avez essayé de faire des révisions pendant les vacances? Ah oui, j'ai révisé plein de choses. Ouais, Ouais, moi, un peu les débats, mais ouais. J'ai pas le ok, connaître l'esprit, je voulais voir les vidéos, mais j'ai pas eu le temps. ok, pas de souci pour les débats, ça s'est bien passé. Vous avez eu beaucoup de bonnes réponses. Ah, Euh, et franchement, c'est vraiment très, très inspirant, très vraiment admirable. Si vous n'avez pas révisé pendant l'été, si vous étiez trop occupé à faire un relooking, comme moi par exemple, ou si vous étiez ou si vous aviez d'autres choses à faire, c'est pas grave, on va se faire une petite révision aujourd'hui. Ok, très bien. Donc, pourquoi connaître l'esprit? Ça sert à quoi de connaître l'esprit? Alors, à rien, c'est fait pour faire avancer le chim. Non, pardon. Voilà, c'est fait pour faire avancer le schmilblick. Ça y est, ça bug. Pouvoir agir dessus. Pour, pardon? Pouvoir agir dessus. Pour agir dessus, oui. Oui. Quoi d'autre? Pour comprendre comment on perçoit les choses et effectivement transformer notre perception. Oui. Faire le tri un petit peu hein, dans nos états d'esprit, dans la façon dont on appréhende les choses, etc. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que euh, si on essaye de voir les choses de manière assez euh, laïque ou non spirituelle, etc., on pourrait se dire oui, c'est déjà intéressant pour les gens de mettre des mots sur leurs états d'esprit, il y a des états d'esprit qui sont plus ou moins en accord avec la réalité, et donc de pouvoir mettre des mots dessus et savoir comment est-ce que on peut remplacer de plus en plus des états d'esprit qui sont en désaccord vis-à-vis de la réalité ou qui ne sont pas nécessairement en désaccord vis-à-vis de la réalité, mais qui ne la réalisent pas pour les remplacer vers des réalisations de plus en plus importantes, etc., etc. Oui. Et donc, vous savez que, la façon pour l'esprit, d'appréhender, l'univers, il y a 2 façons très, générales, ouais, d'appréhender l'univers, d'appréhender le monde autour de vous. Perception directe et intellectuelle. Exactement, oui, perception directe et conscience conceptuelle, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est très important à garder aussi. C'est vraiment une division très importante. Et puis, alors bien sûr, oui, connaître l'esprit, c'est important, bien sûr aussi, et surtout dans le monde spirituel pour aller vers les perceptions directes yogiques, etc., de ce qui échappe à nos sens pour l'instant, ouais. Ok, très bien. Donc on a parlé de perception directe et de conscience conceptuelle. Oui, qui a la définition d'une perception directe? Ça Une commence fort. perception. Qui... Ah, oui. Libre de Phénomène qui apparaît conceptualisation, directement. non conceptuelle, non erronée. Bravo. Oui, bravo Gina. Est-ce que c'est juste non conceptuel et non erroné? Conception, cognition. Libre de conceptualisation et non erronée. Voilà, une cognition, oui, il faut que ce soit un événement cognitif, ouais. Il faut que ce soit un état d'esprit. OK, très bien. Et donc libre de conceptualisation et non erroné. OK, libre de conceptualisation et non erroné. Non erroné, ça veut dire quoi? Ne se trompe pas sur son objet de... Apparent. Voilà, c'est une conscience qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent, ouais. Une conscience non erronée. OK, mais ça ne veut pas dire qu'elle le réalise, ouais, elle ne se trompe simplement pas, au regard de son objet apparent. OK, très bien. Donc ça, c'est la perception directe. Et il y a combien de divisions des perceptions directes? 4. 4. Oui, tout le monde est d'accord? Oui, je pose trop de questions, Rachel s'en va. OK. 4, alors qui sont? Les sensorielles, les mentales, Ouais. les mentales et yogiques, ça ensemble. Ensuite, il y a l'octoperception et puis sensorielle. Oui, sensoriel, mental. Yogique et haute cognition. Voilà, bravo. Comme quoi ça aide, hein, de faire des cours, au bord de la plage. Super, très bien. OK. Et donc en effet, c'est super, vous avez bien intégré tout ça. On pourrait aussi avoir une division en 3 des perceptions directes, non?
Les sensorielles et les mentales. Et ça, En c'est- deux. Ouais, donc ça donne 2. Et Ah. yogique non plus, on peut pas tout réunir dans yogique. Donc ça voudrait dire si c'est une perception, c'est nécessairement yogique? Non, les deux dernières, juste yogique. Les 2 dernières. Non, les Euh, sont mentales. non, il y a sensoriel, mental et yogique. Oui. Mhm. Oui. OK, donc l'autocognition, on la mettrait de côté, on la mettrait à la poubelle? Bah, c'est selon les écoles, non? C'est pas ça? Oui, donc là, on est toujours selon quelle école? Sotantrika? Tika. Tantrika. Oui. Et est-ce que les Sotrantika acceptent l'autocognition? Yes. Oui. Oui. OK. Ouais. Donc si on devait donner une division en 3, on ne pourrait pas l'appliquer à toutes les perceptions directes. Vous voyez, on pourrait dire que perception sensorielle, perception mentale, perception autocognitive pourraient, elles, être divisées en 3. Les cognitions valides, cognitions subséquentes Inattentive. et inattentives. Voilà, bravo. Ouais, est-ce que ça parle à tout le monde jusqu'à maintenant ou c'est déjà trop? Non, ça va. Hein, ça va. Ouais, ça va? OK. Très bien. Donc ça, c'est pour les perceptions directes. Ensuite, on a les consciences conceptuelles. Est-ce que quelqu'un a la définition d'une conscience conceptuelle? Alors, je vous aide un peu en tibétain, c'est Jadun, Jerun, Zempe Shenrik. C'est vrai que ça aide. Ça aide. Un direct. Alors, une conscience conceptuelle, ouais. Alors, alors, je vais dire une bêtise, hein, mais c'est pour commencer, quoi. Elle serait en accord avec l'objet, ça serait l'objet apparent à ce moment-là? Mais non, parce qu'il y en a des fausses. Elle est indirecte. Elle est indirecte, en effet. Mhm. Oui, si on fait une distinction entre perception directe et conscience conceptuelle est indirecte, oui. Mhm. Elle est OK. erronée aussi. Elle est erronée. OK. Donc, en effet, vous comprenez de quoi il s'agit, même sans avoir la définition littérale, c'est pas grave, vous comprenez de quoi il s'agit, ouais. Mhm. Et elle est obligatoirement mentale, puisqu'on passe par des concepts, par des idées. Oui. Sauf si elle est yogique après. Enfin, non, je me trompe. Ah, non, c'est les yogis qu'elle est pas. Oui. OK. OK, très bien. Donc, en effet, une conscience conceptuelle, donc, on peut dire c'est une cognition déterminative ou idéale ou propositionnelle, enfin, bon, comme vous voulez, c'est juste un, un point de vocabulaire ici, qui appréhende le son et le sens comme susceptibles d'être mêlés. Ouais, OK. Donc, la généralité de son et la généralité de sens comme susceptibles d'être mêlés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nécessairement mêlés. On peut avoir l'un et l'autre, on peut avoir le sens et pas le son et inversement, etc. OK, donc ça, c'est juste la définition donnée par Yonzim Bourboutchok, mais c'est pas nécessairement accepté par tout le monde. Oui, il y a pas mal de gens qui diront simplement Jadon Zimbello, tout simplement. Ouais, une cognition qui appréhende le son et le sens. Ouais, ou le sens du son. Pourquoi pas? OK, donc il y a plusieurs interprétations, comme souvent, c'est tout à fait normal. OK, donc ça, c'est une conscience conceptuelle. Et est-ce que vous avez clairement à l'esprit la division septuple des cognitions ou pas? Est-ce qu'il vous en manque? Est-ce que vous en avez plus? Est-ce que vous en avez moins? Ben non, on les a toutes. Oui, vous les avez toutes? OK. En groupe? Et donc, si on devait les énumérer, ces divisions septuples, La fausse, alors cognition fausse, le doute, le doute, Ouais, la supposition correcte, supposition correcte, juste. Subséquente. cognition subséquente, ça donne 4. Sensorielle, ensuite. Après, c'est les conditions directes valides. inférentiel, Oui, on pourrait dire, OK, perception directe. inférentiel, On pourrait dire perception directe valide, oui, comme ça c'est plus clair. Inférentiel, en effet, 6e. Et puis? Inattentive. Et inattentive, Inattentive. bravo, ça donne 7. Bravo, bravo. Et donc si on devait appliquer cette division septuple dans cette division des perceptions directes et des consciences conceptuelles, lesquelles iraient dans les perceptions directes parmi les divisions septuples?
Bah, la directe valide. Oui, Les 4 premières. oui. Les 4 premières, comment ça? Non, les sensoriels, Non. simplement. Oui, Les sensoriels. oui. Alors, souvenez-vous que dans la division septuple, on a juste perception directe ou perception directe valide, ouais, dans pas mal de listes. On n'a pas la, perception sensorielle, ouais, elle est, incluse dans les perceptions directes valides, ouais. Donc, dans les directs quoi, t'as demandé? Alors, parmi la division septuple, lesquelles sont des perceptions directes et lesquelles sont des consciences conceptuelles? Eh ben, Je dirais Inférentiel. qu'il n'y a que la directe valide, hein, les autres. Ouais, qui serait une perception directe. Ça veut dire que l'inattentive pourrait être conceptuelle. non, Non, l'inattention elle pourrait être directe. Oui. peut être Ouais, directe. OK. Ah, aussi, Ah oui. bah non. Ouais. Et la subséquente aussi. Oui, bah, je pense qu'au bout d'un moment, la directe peut devenir inattentive à force d'entraînement. Oui, exactement. En fait, la directe peut devenir inattentive, ça veut dire que, on devrait éviter qu'elle soit inattentive, ouais, mais, parce que inattentive, pourquoi? Elle ne réalise pas son objet, ouais. Hmm. Ouais, OK. Très bien. Très bien, très bien. Donc en effet, on pourrait dire que perception directe valide, c'est nécessairement une perception directe, OK. Une cognition inattentive, c'est nécessairement une perception directe et parmi la division septuple, certaines peuvent être des perceptions directes. Euh, Elle est sensorielle? Ouais, est-ce que les sensorielles sont dans la division septuple? Mais non, non, c'est ça. Elles sont dans les Peut-être la subséquente. valides? Toutes Oui, celles dans les directs, ouais, exactement, dans les directs valides, ouais, elles peuvent être incluses là-dedans, en effet. Non, qui fausse, ne sont pas erronées. ouais. Non, fausse, c'est pas possible. Elle est nécessairement valide, une directe. Hein. Ah! Non, elle est nécessairement non Bon, erronée et pas nécessairement valide. mais dans la définition qu'on avait donnée au début, c'est cognition libre de conceptualisation et non erronée. Voilà, non, Oui. ça ne veut pas dire valide. Ben oui, mais alors du coup, elle peut être. Non, elle peut pas être fausse. Si elle est non Mmh. erronée, elle peut pas être fausse. Voilà. C'est fausse. Subséquente, mais subséquente, j'hésite, mais enfin, pour moi, c'est déjà une conceptualisation si c'est subséquent. Ah non, Ouais. Alors Mais ça c'est un peu la dépend. cause à effet, quoi. C'est un peu le karma, quoi. Ouais, oui. Alors pour l'instant, oui, le karma n'est pas encore pris en compte dans ces différents types de cognitions. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, alors ça dépend des manuels. Il y a des manuels, par exemple, chez Kunkien, Jamyang Shepa, Drepung Gomang, qui vont dire que la subséquente est nécessairement conceptuelle. Mais, beaucoup de manuels et surtout ceux de, Yunzin Purbuchok et cetera, diront qu'une subséquente n'est pas nécessairement conceptuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le premier moment d'une perception visuelle qui, réalise du bleu, donc ça, c'est valide et ensuite le moment 2, le moment 3, le moment 4 et cetera ne sont plus des cognitions nouvelles, mais elles restent infaillibles. Hmm. Ouais, et donc elles sont subséquentes. Ouais, elles Subséquente. réalisent ce qui a déjà été réalisé, elles sont subséquentes, non conceptuelles. Mhm. Ouais, donc dans les manuels qu'on étudie, en général, mais, en effet, à Jepong Gomang, on pourrait dire que la cognition subséquente est nécessairement conceptuelle. C'est se dire, comme, Titi et Rominet: «Ah, oh, oh, j'ai vu un j'ai vu un gros minet». En fait, c'est ça la conscience, la cognition subséquente chez Adepong Gomang en particulier, mais peut-être dans d'autres manuels. Chez Kunkian Jamyang Shepa, c'est quand on se dit: «Tiens, j'ai vu un gros minet». Et donc ça, c'est une cognition subséquente et elle est nécessairement conceptuelle parce qu'on se dit: «Tiens, j'ai vu un gros minet». Oui. Ah, j'ai une petite question, excuse-moi, c'est peut-être Ah, sortir un pas de peu souci. du. Euh, Moi, j'ai tendance à confondre subséquent, en fait, à avoir une confusion entre subséquent et autocognition. Le rapport qu'il Ouais. y a entre les deux. Est-ce qu'il y en a Alors un déjà? alors est-ce qu'il y a une comparaison possible entre subséquent et qu'est-ce que tu disais, Michel? Autocognition. Et autocognition, qui a la réponse? On l'a déjà vu dans le livre. L'autocognition, elle est simultanée. Elle ne peut pas être subséquente. Alors, ah bon? Elle, Euh, ah ben, elle peut être subséquente, oui, d'accord, si la, si la cognition est subséquente. Si la cognition est subséquente, elle est subséquente, mais l'autocognition, elle est simultanée à la cognition. Oui.
Donc, Ok, c'est donc si on l'autocondition. devait peut-être reposer la question sous forme de débat, ouais, il s'ensuit que vous connaissez la différence qu'il y a entre autocognition et cognition subséquente. Alors, ben, je vais te dire. Ça veut dire j'accepte normalement. J'accepte. Non, la Et différence donc entre donner, donc la différence, Voilà, ça veut dire non. combien de possibilités, ouais. autocognition. Subséquente et autocognition, combien de possibilités? Oui. Moi, je dirais, je sais pas, 3. Ok, 3 pour Dominique. Est-ce qu'on peut rappeler la définition de autocognition? Alors, qui a la définition de l'autocognition? Peut-être qu'on ne l'a pas vu vraiment, cette définition, parce que ça vient peut-être après dans le texte, hein. Là, je le dématérialisé. Il y a les inférentiels subséquents. Non, l'autocognition, on l'a déjà vu, bien sûr, parce que Oui, c'était oui, dans les c'est passé perceptions dans directes. les... Oui, oui. Le côté appréhendant. Ouais. Oui, bravo, oui, Dominique. C'est Oui, quoi? Pardon? C'est le côté appréhendant de la cognition. voilà, l'aspect appréhendant, ouais. Ouais. L'aspect appréhendant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a... Est-ce que tout le monde se souvient à peu près de ce qu'on évoque comme étant l'aspect? Oui. Ouais, La forme, ce serait la oui. forme. On pourrait dire c'est la forme prise par la conscience de son objet, on pourrait dire. Donc un aspect, c'est nécessairement une conscience, c'est de la cognition, c'est de la conscience. Et cet aspect, il y a une partie tournée vers l'objet et une partie tournée vers le sujet. Mhm. Et la partie tournée vers le sujet, l'aspect appréhendant, c'est l'autocognition. Ouais, Ouais. ok. Ok, très bien. Et Et maintenant, c'est la cognition... forcément subséquent. Ah bon? Ah, donc ça veut dire qu'on aurait 3 possibilités, comme dirait Dominique, alors. Alors, ça fait 4. Non, 4. Moi, Ah, je pense qu'il y a 4 possibilités parce 4. que, Ça fait 4, oui. oui, elle peut être à la fois autocognition et subséquente, et c'est aussi Oui, possible qu'elle soit ni l'une ni l'autre. Voilà, c'est ok. ça. Donc, par exemple, si je devais vous poser les questions sous forme de débat pour vous préparer pour ce soir, très bien, il s'ensuit que ce n'est pas vrai qu'il y a 4 possibilités, car vous ne pouvez pas me donner ce qui est à la fois les deux. Si, c'est Alors, l'autocognition d'une subséquente. Ok. Du deuxième moment, par exemple. répondre, si on peut lui donner. Mais l'auto- quelque chose d'assez, comment dire, précis, ouais, des exemples du Mhm. quotidien, etc. L'autocognition du deuxième moment de la perception du bleu. Ok, donc l'autocognition qui fait l'expérience du deuxième moment de la perception du bleu. Ouais, le deuxième moment de la perception du bleu, est-ce que c'est une cognition valide ou une cognition subséquente? C'est une subséquente. Elle est subséquente, ouais, c'est le Donc, deuxième moment, ouais. Ce n'est plus nouveau. Ouais, ok. Et donc, l'autocognition qui fait l'expérience de cette cognition subséquente, euh, elle-même, est-ce que c'est une cognition subséquente ou pas? Ben, voilà, c'est la question, c'est toute la question. Je dirais oui, puisque c'est la cognition d'une subséquente. Ok. Ok, ok. Donc, on pourrait débattre là-dessus. Par exemple, vous avez le premier moment de perception visuelle qui réalise son objet, le bleu. Ok. Donc ça, c'est une cognition valide. Ouais. Ok. L'autocognition qui en fait l'expérience est censée aussi être une cognition valide, non? oui. Ok. Très bien. Même si certaines autocognitions ne sont pas nécessairement valides, hein. Il y en a qui sont subséquentes, il y en a qui sont inattentives. Ouais. Ok. Et donc, vous avez le premier moment de perception visuelle qui réalise le bleu. Ok. Et donc, son autocognition est, on pourrait dire, peut être une cognition valide. Ensuite, vous avez le second moment de perception visuelle qui réalise le bleu. Ouais, ce second moment, il a une autocognition aussi. Oui, Cette autocognition est le premier moment qui réalise c'est ça. la cognition subséquente. C'est pour ça que Ben non, mais le deuxième instant dépend du premier, hein, de toute façon. Donc c'est Oui, c'est sûr. quand, donc, Vous avez le second moment de perception visuelle qui réalise du bleu. Ouais, ce second moment est le premier moment de la cognition subséquente. Non? de la deuxième cognition subséquente. non, de la première. Alors, vous avez le premier moment qui réalise le bleu. Ça, c'est une cognition Ouais, valide. Le second oui. moment de cette réalisation du bleu est le premier moment de la cognition subséquente. Ouais. Ah oui, oui. OK, et donc ce premier moment dont fait l'expérience l'autocognition, cette autocognition est le premier moment et donc c'est une cognition valide, non? Qui fait l'expérience d'une cognition subséquente.
Oui, ça c'est compliqué, hein. C'est pas très clair, hein. Ouais. C'est pas- Et parce qu'en Ok. fait, elle dépend, En fait, il n'y a elle pas dépend de moment. nécessairement. Si c'est un calque, il n'y a pas de premier moment. C'est-à-dire qu'elle réalise la même chose. En fait, le problème, c'est que dans le premier moment, il n'y a pas la conception objet-sujet. Ça Alors, rentre pas en ligne de compte, donc c'est nécessairement dans le deuxième moment. C'est dans une conscience conceptuelle que ça intervient. Parce que dans une conception la- directe, il n'y a pas de différence entre sujet et objet. Ah bon? ça veut dire que s'il n'y a pas de différence, quand tu perçois une table, ta conscience visuelle devient une table. Non, C'est quelle différence? non, c'est pas ça, mais Parce que il n'y a s'il pas, y disons, a... la distinction entre, enfin, cette séparation entre sujet et objet, quoi. Oui, alors, C'est-à-dire, c'est l'esprit qui crée l'objet, enfin, c'est le sujet qui crée l'objet. Voilà. alors, chez les Sautrantika, pas tout à fait, ouais, ils sont beaucoup plus mécanistes que ça. Et donc, il y a l'objet d'abord qui envoie un signal à la conscience, et la conscience est le résultat de cet objet. Ouais. Donc, l'objet est là une des conditions de cette conscience qui le réalise, non? Oui. Ouais. Oui, Donc, on pourrait dire que Oui. l'objet est nécessairement la cause, donc il est nécessairement distinct de son effet, non? Oui. Et même contradictoire. Mm. Alors, une cause n'est pas nécessairement contradictoire avec son effet, mais ça, c'est un Si, autre contexte. Mais ici, oui. son effet, si. Une cause est Alors, sinon, si on disait par exemple cause de chose et chose, si on disait que c'était contradictoire, ça veut dire que la cause de chose n'est pas une chose. Oui, de si tu prends chose. Ouais. Mais oui, d'accord. Ok. on l'a déjà Mais vu sinon, passer, ça là. dans l'immense majorité des cas, en effet, la cause et son effet sont contradictoires. Voilà. Ouais, ok. Mm. Euh, donc, si elles sont contradictoires, comment est-ce qu'elles pourraient ne pas être différentes? Non, non, elles sont Ouais. différentes. Donc, en effet, on a. Donc, pour revenir avec l'autocognition et la cognition subséquente, donc ce qui est à la fois les deux, bah, simplement prenez une autocognition au second moment qui fait l'expérience d'une conscience visuelle. Ouais, c'est une autocognition et c'est une cognition subséquente. Ouais, vous avez la conscience visuelle qui réalise le bleu. OK. Et donc, vous avez le second moment, le troisième moment, le quatrième moment, etc. Et donc, vous prenez n'importe quelle autocognition subséquente. Le troisième moment de l'autocognition, le quatrième moment de l'autocognition qui fait l'expérience de cette conscience Ouais. visuelle, c'est une autocognition et c'est subséquent aussi. Non? Moi, le concept de condition subséquente, ça me paraît ok, acceptable, en disant, mais c'est le concept d'autocognition que je ne comprends Oui. pas. C'est le Mm. papier calque. Si tu comprends le papier calque, tu comprends l'autocognition. C'est-à-dire qu'en même temps que tu réalises quelque chose ou que tu perçois quelque chose, c'est imprimé. Enfin, je ne sais pas, moi je Oui. fais ça. C'est la conscience qui se perçoit elle-même, ouais, C'est pour ça, c'est expliquer quoi? un petit peu le souvenir du sujet lui-même, pour se dire, tiens, j'ai vu un gros minet. Et donc, si on se dit j'ai vu un gros minet, ça veut dire qu'on a le souvenir d'avoir perçu ceci ou cela, etc. Et donc, pour avoir le souvenir d'être soi-même le témoin de ça, il faut, disent les Sautrantika, s'observer soi-même au moment où on le perçoit en temps réel. C'est plus D'une clair. certaine manière, ouais, la Mm. conscience se perçoit elle-même en train de percevoir un objet. C'est pour ça on peut dire c'est ma conscience qui a vu ça, j'ai vu ça. Ouais, pas pour expliquer le souvenir de l'objet lui-même, mais pour le souvenir du sujet lui-même, pour se dire j'ai été témoin de ça. Mm. Ouais, il faut avoir eu en premier lieu, au premier instant, une cognition valide C'est valide. qui appréhende la conscience pour ensuite avoir le souvenir de ça. Parce qu'on ne peut pas avoir de souvenir si on n'a pas eu de cognition valide, enfin de vrais Mm. souvenirs. Parce qu'il y a des faux souvenirs aussi, mais on ne peut pas avoir de vrais souvenirs si on n'a pas eu de cognition valide en premier lieu. Ouais? Et il faut toujours, enfin, il y a la capacité d'appréhender l'objet, il y a l'objet et il y a l'instant de conscience juste avant. Donc, c'est pas toujours subséquent, du coup, le fait Alors qu'il y on ait est toujours besoin d'un instant de conscience précédent. comment ça? Ben, il me semble enfin, pour que la conscience, enfin, pour que ça apparaisse à la conscience, il y a trois conditions finalement: un objet, une faculté de perception et un instant de conscience précédent à ce Oui. moment-là. Et cet instant de conscience précédent, ça veut bien dire que finalement, ce qui se passe là, c'est nécessairement subséquent. Non, parce que l'instant de Alors, réponse précédent ne concerne pas le même objet.
Oui. Voilà. Ouais. Si tu Donc, ce qu'il regardes faut voir, l'instant de oui, conscience précédent, ne concerne pas la table. ouais. Ne concerne pas nécessairement la table. Ce qu'il faut voir, c'est que subséquent, c'est pas nécessairement à prendre au sens temporel, parce que sinon, ça veut dire que n'importe quelle conscience qu'on a actuellement est nécessairement subséquente, vu qu'on a eu des moments de conscience par le Ben passé ouais, en nombre infini. Ouais, et donc subséquent, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit prendre ça au sens temporel. Ouais, ça veut dire que, par exemple, si on regarde le magnifique ciel bleu qu'il y a avec CNV, au- au-dessus de Sabine. Oui, je place Annemasse, tu vois, à l'hôpital alors. On n'est pas vraiment inquiété. Ok. T'as C'est vu pas la loin. perception que tu as? Elle Ah, est moi, je top. t'imaginais à côté des parasols. Ouais. Non, pas du tout. Malheureusement, non. Ok. Ouais. Donc, si on regarde ce magnifique ciel bleu au-dessus de l'hôpital d'Annemasse, donc on le regarde là. Ensuite, vous regardez Michel. Ensuite, vous revenez sur le bleu, ouais, au-dessus de Sabine. Est-ce que ce second moment où vous regardez le bleu, est-ce que c'est subséquent ou pas? Non, c'est toujours nouveau. Parce qu'on est C'est Oui, toujours entre-temps, il y a eu nouveau. quelque chose. c'est Ouais. nouveau. Oui, Exactement, c'est nouveau. Pourquoi? Parce que la conscience visuelle qui appréhende ce bleu l'appréhende par son propre pouvoir, Ranwando, c'est en ça. tibétain. Oui, c'est pour ça qu'on parle de subséquent, c'est par son propre, ce n'est pas par son propre pouvoir que c'est subséquent. Quand c'est valide, c'est par son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire nouveau. Ça ne veut pas dire nouveau dans la temporalité, sinon rien ne serait nouveau, vu on existe depuis des temps sans commencement. Ouais, ok. Et Sabine? Oui, j'ai une question par rapport à l'autocognition. Ça voudrait dire que n'importe quelle conscience, si j'ai bien compris, il y a toujours, même une conscience conceptuelle, il y a une autocognition en fait. Hmm, On oui, s'appréhende en train de penser un objet et soi-même, enfin, le concept qui apparaît et soi-même, on se voit penser, enfin, on se perçoit penser à ce concept. Donc, oui. toutes les consciences ont une autocognition. Oui, on pourrait dire ça. Mais toutes ces autocognitions ne sont pas nécessairement valides. Elles peuvent être inattentives. Hmm. C'est ce Oui, qu'on oui, étudie dans les écoles philosophiques, ouais. oui, oui, d'accord. Mais les sensoriels, mais aussi les conceptuels, tout, enfin, je veux Voilà. dire, une inférentielle peut être valide ou pas, enfin, valide ou pas valide, en fait. Je m'en rends L'autocognition pas qui fait compte. l'expérience d'une inférence. Oui, 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 tout à fait. Ouais, Parce que l'inférentielle, elle-même, elle est nécessairement valide, ouais, pour oui, oui. Yongzin pour Wuchok. Mais en effet, n'importe quelle conscience a cet aspect appréhendant, parce que pour les consciences conceptuelles, comme dit Konkan Jamin Shepa dans le Lorik Tachö, il dit que pour la conscience conceptuelle, ce qui fait office d'aspect, ce sera la généralité de sens, ce sera le concept. Hmm. Il fait office d'aspect, donc comme il y a aussi cet aspect appréhendé et appréhendant, forcément, il y a aussi l'autocognition pour les consciences conceptuelles, exactement. Hmm. Bravo, bravo. C'est pour ça qu'on peut se dire: «J'ai pensé à ça. Je sais que j'ai pensé à ça», parce on aura eu une autocognition certainement valide au premier moment qui aura, engendré un souvenir: «Bah, tiens, j'ai pensé à ça». Ouais, Mhm. OK. Donc ça nous ramène toujours à cette, question, existentielle. Combien de possibilités entre autocognition et cognition subséquente? Ben, ça fait 4. Hein. Oui, 4. 4. Et donc on a dit qu'il y avait quelque chose qui était les 2, bah, une autocognition subséquente, le second moment de l'autocognition qui fait l'expérience d'une conscience visuelle appréhendant du bleu. Hmm. Ouais. Maintenant une cognition subséquente qui n'est pas une autocognition. Ben, c'est n'importe quoi qui réalise ce qui a déjà été réalisé, le second moment d'une perception d'une table. Oui, exactement. Donc une n'importe quelle hétérocognition, Oui. au second moment. Ouais, c'est tout Hmm. simple. Hmm. Ouais, parce que ça peut pas être une autocognition si c'est une hétérocognition, c'est l'une des consciences, C'est ça. l'une des 6 consciences, c'est nécessairement pas l'autocognition. Ouais, OK. Très bien. Si c'est l'une des 6 consciences qui appréhendent un objet extérieur, et cetera, et cetera. OK. Donc ça, c'est une cognition subséquente qui n'est pas une autocognition. Une autocognition qui n'est pas une cognition subséquente, qu'est-ce que ce serait? Ça, c'est le premier moment. Une autocognition. Une autocognition valide. Voilà. Exactement. Ouais. OK, et une cognition qui ne serait ni une autocognition, ni une cognition subséquente? Eh ben, une valide directe, je sais rien. Valide directe. Ouais. OK, très, très bien.
Donc, on a 4 possibilités entre autocognition et cognition subséquente. Il y a 4 possibilités entre autocognition et cognition inattentive. Il y a 4 possibilités entre cognition subséquente et cognition sensorielle, par exemple, etc., etc. Ouais, D'accord. ça joue? Mhm. Bravo, bravo. Très bien. Donc, on voit que c'est suffisamment clair, c'est vraiment super. Si vous avez encore des difficultés, n'hésitez surtout pas. Et sinon, il y a aussi le WhatsApp. Vous pouvez poser des questions entre-temps, entre 2 cours, etc., etc. C'est tout à fait possible. OK. Très bien, très bien. Et donc, on en était arrivé aux cognitions inférentielles, etc. Vous vous souvenez? Oui. OK. Est-ce que vous auriez j'ose vous demander la définition, forcément, d'une cognition inférentielle? Déduction logique. OK. Donc on pourrait dire que ça, c'est un synonyme ou un équivalent, mais est-ce que ça veut dire que c'est sa définition? Je ne sais pas. Tu dis que c'était une cognition, tout à l'heure, tu dis que c'était une cognition discursive où on mélangeait le son et le sens, non? C'est pas ça? Alors ça, c'était elle- la conscience conceptuelle, ouais. Mais est-ce qu'une conscience conceptuelle est nécessairement une inférence? Non, c'est une conscience conceptuelle qui est produite directement par sa raison valide, quelque chose comme ça. Oui, exactement, oui. Ouais, c'est une cognition nouvelle et infaillible qui est directement produite en dépendance de son support, une raison valide. Ouais, c'est assez facile en fait. Ouais, c'est des définitions qu'on apprend comme des mantras, ouais, qui sont même beaucoup plus puissantes que certains mantras. OK. Très bien, donc une cognition nouvelle et infaillible, pourquoi? Parce qu'elle est valide. Parce que chez Jungzen Pulbutchok, elle est nécessairement valide. OK. En effet, et donc elle est directement produite en dépendance de son support, une raison valide. OK, c'est quoi la définition d'une raison valide? C'est qui est les 3 modes, non? Oui, ce qui est les 3 modes. Waouh! La propriété du sujet, Oui, l'implication, c'est ça? bravo, la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. Bravo! Et donc qui a la définition de la propriété du sujet dans telle preuve? Alors ça, je l'ai plus, hein, parce que Non, moi non. ces 4 Je sais trucs même pas si on l'a infernales, appelé, si on en a parlé. Quand on s'est arrêté à ce niveau-là, je c'est sais pas si on absolument peut aller. infernal. On s'est battu avec Bernard pendant je sais pas combien de temps. Ah, ça devait être amusant à la maison. OK. Donc si vous vous souvenez, c'était Deju Kishen de Tue Tian Keme Kitan Do Getsu Don Tumbario Panier de Tsemenyeba. Ouais. Donc c'est ce qui est certifié par une cognition valide comme seulement existant avec l'indéfectible sujet d'enquête dans telle preuve. Oui, en accord avec le mode d'assertion dans telle preuve. OK. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va peut-être approfondir ça parce que justement on va évoquer les inférences plus en avant. Et donc, en effet, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Ouais, ça, on le verra au cours de la saison. Normalement, au cours de la saison, on va bien sûr approfondir l'oric pendant les débats et puis connaître l'esprit. Et on va essayer aussi d'approfondir les différents points de vue avec les différentes écoles, etc. Et puis la logique. Ouais, on va essayer de débattre là-dessus, d'approfondir un petit peu tout ça. Vous allez voir que si on fait abstraction du vocabulaire un peu prout-prout, c'est pas si compliqué finalement, mais ça peut prêter le flanc à beaucoup de discussions. OK, beaucoup de débats. OK, donc la propriété du sujet, l'implication et la contre-implication. En fait, si vous avez l'habitude de débattre, vous avez déjà compris tout ça. Ça veut dire que si la propriété du sujet n'est pas là, la raison n'est pas valide. Ouais, ça veut dire que la raison n'est pas établie. Ouais. Et si la raison est établie, mais qu'elle ne prouve pas le prédicat, Il y a pas d'implication. pas d'implication. Il n'y a pas Oui. d'implication. Et si elle prouve le contraire du prédicat, Pas de Contre-implication. l'implication est opposée. Ouais. Opposé. OK, donc si on comprend ces différentes réponses que donne le défenseur, on comprend les bases de la logique. Ouais. OK, donc c'est pas si compliqué que ça. On peut essayer pour réviser, on peut essayer de passer en revue quelques exemples de raisons qui sont données, mais qui ne sont pas nécessairement valides, ouais, qui peuvent avoir quelque chose qui cloche. Ouais? Mmh. OK, très bien. OK.
Donc, on a eu ça pendant le quiz, justement, hein. Il y a eu quelques exemples de soit raison non établie, soit pas d'implication, soit l'implication est opposée. Ouais, on a eu des choses comme ça. OK, donc on essaiera d'en revoir quelques exemples ce soir à 20h30, mais c'est surtout pour reprendre les bases du débat, hein. À partir de ce soir, c'est vraiment de A à Z qu'on va tout reprendre. OK. Très bien. Donc si, si par exemple, je vous dis, le sujet, la forme visuelle est impermanente car c'est l'objet d'une conscience visuelle. C'est pas forcément établi, c'est pas parce que. C'est parce que tous les objets d'une conscience visuelle sont impermanents. Ah, tous les objets d'une conscience visuelle sont nécessairement impermanents. Moi, j'accepterai. Bon. S'ils sont permanents, on ne peut pas les voir. Alors en effet, si un phénomène est permanent, il ne peut pas apparaître à la conscience visuelle. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que la conscience visuelle ne peut pas le certifier? On pourrait poser la question autrement. Est-ce qu'aucune perception directe ne peut réaliser un phénomène permanent? De façon inattentive, peut-être. Elle peut réaliser l'impermanence de façon inattentive, l'impermanence subtile. Alors quand on parle, là on parlait des permanents, hein? Ah, Oui, pardon. c'est permanent. Ouais. Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Donc, on était sur la conscience Est-ce visuelle. qu'aucune perception directe ne peut réaliser un phénomène permanent? Elle peut le réaliser implicitement. Ah! Par exemple, le non-soi pour la perception yogique directe. Oui. Le non-soi est permanent et pourtant la perception directe yogique le réalise, non? Réalise, oui. Oui, oui, tout à fait. Implicitement, elle le OK, réalise directement. ouais. Donc malgré tout, le non-soi est l'objet de cette perception directe, non? Mm. Mm. Mais il n'est pas l'objet apparent de cette perception directe. Ah, voilà. Ouais? Ouais. OK. OK, essayez de garder à l'esprit cette règle d'or, qui est, en lettres de feu sur la voûte céleste au-dessus d'Annemasse, au-dessus de Sabine. C'est quoi? C'est si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe Mm. et si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une Conscience conceptuelle. conscience conceptuelle. Bravo, essayez de garder ça à l'esprit, c'est très, très important. C'est la base sur laquelle repose toute l'épistémologie, bouddhiste, Sautrantika, Gelugpa, et cetera. Hein, OK, donc ça veut dire que si c'est impermanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe. Si c'est permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais, OK. Mais là, on dit objet apparent. Par contre, si on dit objet, Oui, ça peut être l'objet. c'est différent. Ouais. OK. Très, très bien. Très bien, très bien. Donc ça veut dire qu'en effet, les perceptions directes peuvent avoir pour objet des phénomènes permanents, mais pas pour objet apparent. Oui. Ouais? OK, très bien. Par exemple, on peut voir le vide, quand on est, au bord d'un précipice et cetera. Notre conscience visuelle peut appréhender l'espace, le vide qu'il y a entre nous et le sol et cetera. Mais c'est réalisé sans que cet espace apparaisse à la perception directe, puisqu'il est permanent. Mm. Ouais, ça joue? Oui, oui. C'est-à-dire que l'esprit a cette faculté incroyable de réaliser des objets qui ne lui apparaissent pas. Mm. Ouais, ça c'est juste magique. Ouais. OK. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Et donc, l'inférence est très importante. Pourquoi? Bah, ça nous permet d'avoir accès à des objets, enfin des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Donc, et dans le bouddhisme, c'est important. Oui, parce que tout ce qui existe n'est pas nécessairement perceptible directement, ouais, n'est pas nécessairement, alors tout ce qui existe, en effet, on pourrait dire pour les bouddhas, c'est perceptible directement, mais pour les non-bouddhas, ce n'est pas le cas, oui. On a beaucoup de d'existants qui échappent à nos sens et qui échappent même à certains types de raisonnement. Donc c'est pourquoi il y a plusieurs types d'inférences, ouais, que vous connaissez? Oui, oui. C'est-à-dire pour les objets cachés, semi-cachés, des choses comme ça. Oui, exactement, oui. Ah.
Eh ben, il y a ceux qui sont semi-cachés, donc on Oui, voit feu le long d'une colline et on en déduit, enfin on voit de la fumée, on en déduit qu'il y a un feu. Et ce qui oui, est très caché, et on doit s'appuyer sur des textes qui sont valides pour avoir accès à eux, en fait. oui, exactement. Ou- Oui, c'est tout à fait et- ça. Oui, ça vous parle? Oui. Ok, génial. Très bien. Donc, en effet, il y a les inférences qui sont faites par le pouvoir des faits. Ouais. Et donc, par exemple, quand on dit le son est impermanent car il est produit, ouais, c'est une inférence qui se fonde sur le pouvoir des faits. On essaie d'analyser le fait que le son est produit, et donc si c'est produit, ça doit nécessairement changer d'instant en instant. Ok, donc ça, c'est le plus facile d'une certaine manière, on pourrait dire. Après, il y a l'inférence par rapport à ce qui est communément reconnu, mais bon, ça, je trouve pas que ce soit si vrai, si intéressant. C'est juste pour se dire qu'en effet, il y a se dire que certains phénomènes sont désignés comme ci ou comme ça, parce que c'est reconnu comme tel, etc. Mais je trouve pas que ce soit si important que ça sur la voix. C'est pas, bon, c'est juste mon point de vue. Et celles qui sont importantes, celles qui ont été mentionnées par Sabine, sont les inférences qui, par le pouvoir de conviction, ouais, les inférences qui se fondent sur les écritures valides, ouais, donc des écritures qui échappent à plusieurs contradictions, etc., etc. OK, donc un témoignage valide, une autorité valide, ouais. OK, donc il faut certifier que ces écritures soient valides, elles doivent échapper à des contradictions, pas n'importe quelles écritures, etc., etc. Donc ça, on pourra le revoir parce que peut-être que le texte en reparle, faudrait que je vérifie. Sûrement, hein. Oui, OK, très bien. Très, très bien. On verra tout ça. OK, donc, est-ce que, notre, maître de numéro de page se souvient de où on s'était arrêté la dernière fois, Bernard? C'est 118, 119, je ne sais pas. Waouh! Non, 177. Oh là là, oui, alors. OK, OK. 177. Alors moi, je suis où? Parce que c'est pas paginé, ça? Ouais, parce que comme je suis plus à Nalanda, j'ai pas mes bouquins, je vais venir les chercher en novembre. Et donc j'ai que le dématérialisé, mais il y a pas les paginations. Et donc c'est quel passage alors? Je crois que c'était sur les commissions avérées. Ouais, OK, donc c'est pas grave, on pourra retrouver pour la fois prochaine où on en était. 77. OK, on essaiera de retrouver, c'est pas très grave, hein, parce que là, on essaie de faire quelques révisions et on verra, on entrera plus dans le texte la fois prochaine et ça nous permettra justement de savoir exactement où on en est pour qu'on soit tous au même moment, au même endroit. OK, donc il y a des points intéressants au début, en tout cas du chapitre. OK, donc on peut reprendre à partir de là si ça vous dit, les conditions inférentielles. La définition d'une condition inférentielle est une condition propositionnelle qui, indépendante de son fondement, un signe correct, état faillible, potentiel objet de compréhension, un phénomène caché. Donc ça, c'est la définition donnée par Geshe Sampel, qu'on pourrait reformuler d'ailleurs hein, de manière beaucoup plus fluide, mais c'est pas très grave. Et donc la définition donnée par Yonzin Pulbuchok, c'était quoi? Définition conceptuelle, donc infaillible et nouvelle, qui est produite directement en raison de son support, une raison valide. Voilà, exactement, oui. Donc ça revient à peu près à la même chose, c'est juste différentes façons de formuler les choses. Ce qu'il y a de nouveau chez Yonzin Pulbuchok, c'est directement produite. Ouais. Alors que ici, c'est juste en dépendance de son support, une raison valide, etc. Oui, donc c'est juste ça qui fait la différence. Ça veut dire que quand Yonzin Pulbuchok donne la définition, et il sous-entend qu'une cognition inférentielle
est nécessairement valide et nécessairement directement produite par son support, une raison valide. Ouais, par exemple, vous raisonnez, vous vous dites le son est produit et donc il change d'instant en instant. Et donc vous avez cette déduction logique qui est faite, ce syllogisme qui est fait dans votre esprit. Le son est impermanent car il est produit. Et donc, au second moment, vous avez une inférence, une cognition inférentielle qui certifie l'impermanence du son. Ouais, ça joue? Ouais. Ok. Et donc, seul ce moment-là, pour une input bootstrap, sera une cognition inférentielle ou une cognition inférentielle valide, parce que pour lui, c'est pareil. Ouais. Alors que pour le texte qu'on est en train d'étudier là, le premier moment, mais aussi les moments subséquents seront appelés des cognitions inférentielles, sauf que les moments subséquents seront plus des cognitions inférentielles valides, forcément, parce qu'ils sont subséquents. Ouais, ça joue? Mhm. Ok, donc c'est juste ça la différence qu'il y a entre Yonzipur Butchok et Keshe Jumper Sample. Ça semble être plus simple du côté du texte qu'on voit là, hein. Ok, très bien, très bien. Ok. Et donc ici, vous avez ce passage, peut-être qu'on l'a déjà vu par le passé, mais comme il y a eu un trou intersidéral entre juin et septembre, on peut reprendre un petit peu ça. Les Sautrantika qui suivent le raisonnement, les Chittamatra et les Swatantrika Madhyamika soutiennent que toute cognition inférentielle doit être produite en dépendance d'un support qui est une raison valide. Ok. Du point de vue des prasangika, il n'y a pas besoin du U ici parce que le G est toujours guttural, donc c'est pas grave. Certains manuels disent que cela n'est pas forcément le cas. Car s'il est vrai que ceux dont les facultés intellectuelles sont faibles ne peuvent générer une inférence qu'en dépendance d'une raison valide, ceux dont les facultés sont plus affûtés le peuvent en dépendance de la seule conséquence. Ouais. Ok, donc ça, c'est ce qu'on étudie surtout dans la voie médiane, ouais, le Madhyamaka. On essaye de voir la distinction qu'il y a entre les Swatantrika et les Prasangika. Ouais, c'est la division, la division habituelle qu'on fait euh, dans l'école de la voie médiane. Ouais. Ouais, ça vous parle? Vous avez déjà entendu tous ces mots-là, Swatantrika, Prasangika? Oui. Ok. Ouais. Donc ça veut dire que si on regarde même la définition donnée par la Madhyamaka de ces écoles philosophiques dans le texte qu'il a composé, on peut voir justement que les Swatantrika utilisent des syllogismes autonomes. Ouais. Et donc le syllogisme, vous le connaissez par cœur, on en a déjà parlé. Ouais, c'est quoi un syllogisme? Composé d'un prédicat. C'est composé en trois parties, d'un Oui, prédicat. voilà. Exactement, oui, un syllogisme, c'est une conséquence en trois parties, ouais. Ouais, c'est une proposition en 3 parties. Ouais, voilà, tout simplement, ouais. Un sujet, un prédicat et une raison. Et Ouais, c'est ça un syllogisme, non? Oui. Ouais. Ok. Et donc, bien sûr que pour toutes les écoles sauf Prasangika, un syllogisme est nécessairement un syllogisme autonome. Ouais. Et pourquoi Non? autonome? Excuse-moi, je comprends pas pourquoi autonome. Ça veut dire quoi autonome là? Ouais. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit exister de manière inhérente, conventionnellement. Ouais, c'est le prédicat et le sujet, par exemple, ont un lien autonome, un lien indépendant, un lien euh, intrinsèque, inhérent. Ouais. Et le prédicat et la raison aussi, le sujet et la raison. Donc les trois éléments du syllogisme entretiennent des liens autonomes dans le sens sans être simplement imputés par une conscience conceptuelle. Autonome, inhérent, indépendant, c'est ça que ça veut dire, non? Mm. Et donc ça veut dire que les Swatantrika, justement, on les appelle comme ça, les autonomistes, parce qu'ils acceptent les syllogismes autonomes. Ils vont dire qu'il y a une existence inhérente conventionnellement. Et donc le sujet, le son, le prédicat impermanent et la raison produit ont des relations autonomes, ça veut dire sans que l'esprit les impute simplement. Ouais. Et donc ont une relation indépendante, intrinsèque, inhérente, etc. C'est ça que ça veut dire. Ouais.
Ok. Donc, ça explique qu'en effet, les prasangika peuvent employer des syllogismes, mais pas des syllogismes autonomes. Les prasangika disent non, il n'y a aucun syllogisme autonome, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'existence inhérente. Ouais. Mais les prasangika peuvent employer des syllogismes, tout à fait. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que les prasangika vont considérer qu'il y a deux types de personnes auxquelles on s'adresse. Certaines ont des facultés plus émoussées et certaines ont des facultés plus aiguës. Et donc pour les personnes aux facultés plus aiguës, simplement affirmer une conséquence à l'absurde suffit pour leur faire comprendre quelque chose. Ouais. Si par exemple, vous avez des gens qui considèrent que le son est permanent, on leur dira, il s'ensuit à l'absurde, entre crochets, il s'ensuit à l'absurde que le son n'est pas produit. Ouais. Ok, et donc la personne, si elle a des bonnes empreintes, si elle a des facultés aiguisées, se dira, ah bah si, le son est produit, et donc le son n'est pas permanent. Ouais. Mais si la personne a des facultés plus émoussées, les Prasangika pourront commencer, bien sûr, d'abord avec une conséquence, parce qu'il faut déstabiliser la vue de l'autre en disant, bah, si tu dis que le son est permanent, ça veut dire qu'il n'est pas produit. Et ensuite, quand la personne commence à douter, elle va chercher à comprendre, elle va avoir comme objet le son, qui est un sujet d'enquête dans ce cas-là. La personne va chercher à enquêter sur le son, savoir s'il est permanent ou impermanent. Ouais, à ce moment-là, on peut lui adresser un syllogisme. Le sujet leçon est impermanent car il est produit. Ouais, parce cette personne aura un petit peu vu sa conception fausse déstabilisée. Ouais, en fait, si vous voulez, on peut un peu résumer la façon dont on procède au cours des débats. Ça veut dire que si quelqu'un a une vue, voilà, une personne dirait, bah, si c'est une perception directe, c'est nécessairement une cognition subséquente. Ouais, si c'est une perception directe, c'est nécessairement une cognition subséquente. Cette personne a une vue fausse et elle a les deux pieds joints dans cette vue fausse. Et donc, il faut déstabiliser cette vue fausse. Ouais, si on lui adresse un syllogisme, ça ne peut pas jouer d'emblée. Parce qu'un syllogisme, comme on l'a dit, implique un indéfectible sujet d'enquête. Ça veut dire que cette personne doit douter au regard du sujet. Mais quand la personne a une cognition fausse, elle ne doute pas. Ouais. Donc, ce qu'on avait vu dans la division septuple, la cognition fausse, le doute sont contradictoires. Ouais, la cognition fausse, on y va les deux pieds joints. Ouais, alors que le doute, on hésite. Et donc, si on adresse un syllogisme à la personne qui a une cognition fausse, qui ne doute pas, ça ne peut pas jouer. Ouais, parce que les éléments du syllogisme comprennent un contexte où l'antagoniste doute. Ouais, il doit avoir un sujet d'enquête. Ouais. Ok. Alors que quand il ne doute pas qu'elle est dans sa cognition fausse, le son n'est pas un sujet d'enquête pour cette personne. Cette personne est certaine que le son est permanent. Elle ne doute pas, ce n'est pas un sujet d'enquête, elle ne cherche pas à savoir, tout simplement. Ouais, ça joue? Vous voyez le raisonnement? Ok. Et donc pour la personne qui ne doute pas, on va déstabiliser sa vue grâce à une conséquence. On commence Pour par le une faire douter. conséquence pour le faire douter. Exactement. Et là, que cette personne commence à douter, le sujet leçon devient un indéfectible sujet d'enquête. Cette personne cherche à savoir, tiens, peut-être que le son est permanent ou pas. Pardon. Ouais, ça joue. L'enquête et le débat avec les hindouistes. Hein, Ouais. parce que, bah, juste un détail, il me semble que le son, pour eux, c'est quelque chose de primordial. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on emploie ce sujet-là en particulier, Ouais. parce que certains, alors peut-être pas tous les hindous, mais certains hindous considèrent que le son Om est permanent et crée l'univers, etc., etc. Oui, donc c'est pour ça que c'est comment dire, un exemple employé par les bouddhistes qui justement est fait pour montrer à quel point c'est comment dire, à montrer à quel point les vues bouddhistes sont différentes des vues hindouistes, etc. Oui. Ok, très très bien. Et donc, si la personne ne doute pas, on ne peut pas lui adresser un syllogisme. Donc, ça voudrait dire que dans la vie conventionnelle, quand on a affaire à des gens qui doutent, par exemple, au réchauffement climatique, plutôt que de leur faire un syllogisme qui est juste, en fait, il faut faire des contre-arguments, prendre Oui. le pli inverse, c'est ça? Exactement. Exactement. Oui, c'est comme ça que on essaie. Alors peut-être qu'il y a des gens chez qui ça peut fonctionner presque d'emblée, le syllogisme, mais en effet, la conséquence est beaucoup plus puissante. Oui.
C'est-à-dire que quelqu'un qui dirait non, il n'y a pas de réchauffement climatique, etc. Et donc, je dirais, s'ensuit à l'absurde que toutes les mesures qui sont faites par comment ça s'appelle, le GIEC, oui, c'est ça, sont totalement fausses, etc. Et toi qui as raison, etc. On peut en parler beaucoup de conséquences différentes. Mais en effet, il faut choisir celle qui claque le plus, en fait, celle qui remet en question d'une manière la plus flagrante, ouais, la vue fausse. Ok. Et donc quand la personne commence à douter, c'est là où on va commencer à employer le syllogisme. Donc bien sûr que quand c'est dans la vie courante, il y a beaucoup de nuances possibles, hein. On n'est pas nécessairement dans le débat formel, et donc on peut avoir des formulations qui mélangent un petit peu tout ça, ouais. Parce qu'il est rare de débattre de manière formelle quand on est chez les moldus. Ok, très bien. Et donc, ok. Donc le syllogisme est très très important parce que c'est justement la base qui va servir. Quand ici le texte parle d'une raison valide, il est en train de parler d'une preuve valide ou d'un syllogisme valide. Ouais? Mm. Ok. Très bien. Donc il faut bien comprendre ce qu'est un syllogisme valide. Ouais. Ok. Et donc tout à l'heure, on a dit quoi? On a choisi un exemple. Oui, ok, c'était peut-être un peu tordu, mais on pourrait dire, ok, le sujet, le son est impermanent car il existe. Il n'y a pas On a d'application. dit qu'il y a pas d'implication. Pas Il y a pas- d'implication. C'est pas Exactement, suffisant. ouais. Tout à fait. Ouais, dans le monde ordinaire, chez les moldus, on dirait ça ne prouve rien. Ouais. Ouais, ça ne prouve rien. Ok. Par exemple, quelqu'un qui dit bah, il n'y a pas de réchauffement climatique parce que l'hiver a été froid, ça ne prouve rien, pas d'implication. Oui, en effet, l'hiver a peut-être été froid, en effet, mais ça ne prouve rien. Ça ne prouve pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ok, très bien, très bien. Très bien, donc vous avez parfaitement compris tout ça. Ok, qui pourrait me donner un exemple de syllogisme où la raison est opposée? Bah, le son est produit parce qu'il est permanent. Non, c'est pas possible. Oui, alors ça, ce serait quoi? Ce serait une raison fausse, une raison non établie, ouais. Oui, d'accord, d'accord. Opposé. Le son n'est pas produit parce qu'il est impermanent. Oui, Le son n'est pas- oui, Ça, oui. Exactement, oui, la raison est établie, mais elle prouve le contraire du prédicat, ouais. D'accord. Ouais, ça joue? Mhm. Waouh, vous êtes trop balèze, vous êtes trop balèze. C'est magnifique. Excellent, excellent. Ok, est-ce qu'il vous reste encore un petit peu de temps? oh oui. Oui. Ouais. Oui. Ah, Maria, tu dois t'en aller? Oui, j'ai kinésithérapie. Ok, pas de souci. On va rester juste quelques instants pour essayer de terminer cette révision et on entrera dans le texte la fois prochaine. Ok, très bien. Et donc, si vous aviez des exemples de raisons non établies, c'est facile, non? De quoi? Des Raison, exemples de établie. raisons non établies, où il n'y a pas la propriété du sujet? C'est facile. Le- Bah, pas tant que ça, évidemment. Les raisons. Je sais pas, si on dit le son est impermanent parce qu'on ne le voit pas, Alors il n'y a ça, pas de est-ce que la raison. raison est établie ou pas? Bah non. Ben Ah bon? non. Si, on le voit pas. C'est-à-dire que vous voyez le son. Non, elle est établie, tu as raison. Ah bon? On le voit pas le son. Non, mais ça prouve pas que La raison est établie, Ah, mais oui, c'est ça. Tu as raison. Oui, à moins que tu vois le son. Non, non, enfin pas pour l'instant. Si on dit le son est impermanent car on le voit, là, ce serait une raison fausse. Oui. Non Ouais, Ah c'est établie. une oui, raison d'accord. fausse. Là. D'accord. Oui, ok. Mm. Bravo, bravo. Et donc, on a terminé pour aujourd'hui. Et donc, la fois prochaine, ce sera à la même heure. Ouais, comme vous avez remarqué, on fait la grasse mat. On commence à 9h30. C'est cool, ça. Mais la semaine prochaine, Jimpa, il y a quand même, il y a bien à Genève les enseignements. Alors, la semaine prochaine. Là, c'est dans 15 jours qu'on se revoit.
Ah, ok. Non, non, Parce que, Non, c'est le 13. c'est le mais 13. oui, mais le 13, normalement, le Ah oui, je me 14-15, suis il y a trompé, ouais. enseignement en Genève. Moi, je me suis trompé, j'ai rajouté 13 parce que je n'avais pas mis mes lunettes et je croyais qu'il y avait marqué connaître l'esprit, mais non, il y a marqué train pour Austerlitz. Ok. Non, il y a Donc, pas, je me suis trompé, il n'y a pas la semaine prochaine, ouais. non, il y a pas, c'est dans 15 jours. Puisqu'il y a Genève, exactement. Et dans 15 jours, exactement. Désolé, hein, je vais supprimer les dates, je me suis planté. Ok, donc finalement, il vaut mieux regarder le calendrier que les dates. D'accord. Pardon? Non, On non, va non. renvoyer justement pour jeudi. Oui, parce que je trouvais que Excuse-moi. ça avait beaucoup changé par rapport au calendrier, mais Ah bon? oui, Ok. les dates que tu as donné, en fait, c'est tous les 15 jours, non? Alors, oui, ça a l'air d'être à peu près le cas, sauf en octobre. En octobre, ça a l'air d'être de suivre. Ben, tu pourras Euh, faire une liste ouais. avec net, parce que Ouais, je vous refais une liste avec. De toute façon, les dates sont susceptibles d'être modifiées parce que, comme je vous l'ai brièvement indiqué, il va y avoir le diplôme de la tradition Nalanda qui va commencer à la 5e édition au mois d'octobre avec le vénérable Geshe Damdul, qui est un enseignant juste exceptionnel, exceptionnel. Et ce programme qui a 22 modules, etc., va être traduit en français. Et donc, il y aura des jours où ce sera peut-être plus compliqué pour donner les classes. Donc, les dates vont de toute façon être modifiées. Ouais, c'est comme à chaque fois, hein, je le marque à chaque fois. C'est susceptible d'être modifié. Donc, je vous tiendrai au courant à chaque fois. Ouais. D'accord. Mais D'accord. moi, les Ouais. dates, ça n'apparaît pas sur le calendrier. Alors, sur le PC, normalement, ça marche, mais pas sur le mobile. ça marche Oui, pas. mais j'ai regardé, sur les deux, ça ne fonctionne pas. Non, parce que je Ouais. crois qu'il faut sélectionner l'onglet Dharma en bas. Ah oui, oui, En tout bas à à fait. Il faut gauche. sélectionner Dharma. Hein. Bon, Ouais. enfin, En bas à gauche, je crois qu'on peut cliquer Dharma et là, ça fait apparaître les dates. Ouais, normalement, ça devrait. Ah, bah, c'est cool alors, c'est bon à savoir. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints, de continuer cette étude qui est vraiment passionnante, intéressante, etc. Et on se rejoint donc dans 15 jours et ce soir pour les débats à 20h30 si ça vous intéresse. Et on essaiera Ouais. de tout reprendre de A à Z. Merci à vous, c'est un grand plaisir de vous Merci. voir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, à tout À ce bientôt. Ciao, soir. Au ciao. revoir. À ce soir.